Voilà, on a un petit paquet de personnes qui ont pu s'inscrire aujourd'hui. Donc, on va pouvoir commencer. Bon, à nouveau, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation et ce partage d'expérience. Le sujet du jour, vous en avez eu une présentation rapide dans le mail, c'est la question du pilotage des services des organisations de producteurs, en se posant la question plus spécifiquement de comment l'information est gérée dans les organisations. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années, qui était pas. On t'a perdu, Augustin. On entend trouver Augustin. Augustin. Aux membres des OP. On ne t'entendait plus, Augustin. Alors, j'ai une coupure d'électricité. J'espère que ça va très vite revenir, mais il se peut que ça saute un petit peu. Bon, j'enchaîne en espérant que ça tienne. Donc, très rapidement, hein, beaucoup d'entre vous connaissent le principe du webinaire. L'idée, c'est vraiment un partage d'expérience entre nous, pouvoir progresser dans nos connaissances, dans nos pratiques. Ce n'est pas un cours magistral et c'est vraiment une réunion entre nous pour partager ce qui marche bien, ce qui fait que ça marche, et puis aussi pouvoir se dire que tout ne marche pas idéalement et donc qu'il y a des leçons à tirer de tout ce qu'on expérimente et accompagne sur le terrain. Donc pour me présenter très rapidement, Augustin Douillet, donc je suis conseiller technique à Madagascar. Après quelques années passées, donc ça fait depuis 3 ans que je suis à Madagascar, j'ai passé 2 ans et demi au siège de FERT et 4 ans avant ça en Tanzanie et au Kenya. Petit rappel des règles du jeu. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir bien entendre, donc couper les micros quand vous ne prenez pas la parole. Les vidéos ne sont pas nécessaires et je vous conseille de les couper de manière à ce que ça permette d'économiser un peu de bande passante. Pour ceux qui n'auront pas pu assister à la totalité à une partie du webinaire, c'est enregistré, donc ce sera accessible. Le lien vous sera envoyé plus tard. Et nous vous demandons de remplir le petit questionnaire à la fin qui permettra aussi d'avoir un retour à la fois sur le contenu, mais aussi sur la forme, puisqu'on essaye en permanence d'améliorer les choses. Alors, le déroulé du programme de cette séance, ça se passera en gros en 3 temps. Un premier cadrage rapide du thème. C'est un sujet un peu vaste, donc on va le recadrer. Donc, je vous ferai cette présentation très rapidement, en 5 minutes. Ensuite, on aura un temps de partage d'expériences. 2 expériences à Madagascar, une expérience en France. Et le 3e temps sera sur un retour, prise de recul sur les leçons tirées et comment intégrer les leçons tirées dans l'accompagnement qu'on fait au quotidien des organisations qu'on accompagne. Nos intervenants aujourd'hui, c'est Christian du Ciel, donc il se présentera et le service qui l'accompagne à Madagascar sur les questions de prix des fruits et légumes. Olivier, plus communément appelé Liv, qui nous rejoindra, on l'espère, dès qu'il aura une connexion, mais il a une coupure d'électricité en ce moment. Et Bertrand Venet, qui est administrateur de FERT et qui interviendra en tant qu'ancien président d'une coopérative qu'il nous présentera. N'hésitez pas, après chaque partage d'expérience, à poser vos questions ou à partager aussi vos expériences à vous. Et en tout cas, on aura un temps un peu de récapitulation des leçons tirées en fin de séance. Donc, vous pourrez aussi à ce moment-là vous exprimer. Je vais attaquer directement avec les définitions et cadrage. Alors, peut-être avant de commencer, un petit retour sur les attentes qu'on a reçues au travers des questionnaires que vous avez remplis. Ces questions montrent que le sujet est assez vaste, puisqu'on a des attentes à la fois sur comment faire remonter efficacement les besoins de nos membres, notamment d'OP de taille importante, et comment suivre les effets de nos activités. Ça, c'est un premier type d'attente, question assez globale. D'autres se posent la question plus concrètement de comment gérer l'information, au sens quels outils de collecte, comment faire remonter ou circuler l'information, comment la stocker, etc. Donc des questions plus pratiques.
Également, plus spécifiquement centré sur le service et un peu moins sur la circulation de l'information. Comment assurer un service efficace et transparent en termes d'approvisionnement en intrants, notamment sur les vaccins. Un intérêt à comprendre l'expérience qui sera présentée notamment par Liv, ou de commercialisation. Donc là, c'est sur le fonctionnement du service plus globalement. Et enfin, d'autres qui se posent la question de comment accompagner la mise en place des services. Et en lien avec l'accompagnement du service, c'est comment accompagner la mise en place du système d'information qui permet au service de fonctionner efficacement. Alors, pour recadrer un tout petit peu, un focus sur la nature et la spécificité de l'organisation de producteurs. Ce sont des choses que vous connaissez bien, mais c'est important de l'avoir en tête quand on parle de gestion de l'information parce qu'on va voir qu'elle est présente partout. Donc, très basiquement, l'OP a pour vocation de répondre aux besoins des producteurs qui en sont membres, qui sont à la base et qui sont vraiment la finalité de l'organisation. Classiquement, on présente l'organisation par deux triangles que je vais vous présenter. L'Assemblée générale est l'organe de gouvernance suprême, on va dire, qui décide des orientations, qui élit ses représentants, qui sont représentés soit au niveau d'un CA ou d'un bureau, ou les deux. Et pour les organisations qui sont assez grosses, on a des équipes qui peuvent aller de une personne à plusieurs dizaines de personnes. Donc, on représente ici avec un directeur ou coordinateur ou coordinatrice et des agents qui sont salariés ou qui sont des paysans relais, par exemple, ou des agents indemnisés. L'organe du haut, c'est la gouvernance, c'est l'orientation plutôt stratégique. Qu'est-ce qu'on veut faire comme service? Comment avance le service? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il faut réorienter les choses? Avec toujours en ligne de mire le besoin de répondre aux besoins des membres efficacement. Et sur la partie basse, c'est ce qui fait que le service va être efficace d'un point de vue opérationnel. C'est la mise en œuvre du service auprès des producteurs qui sont producteurs, productrices, membres de l'OP. En termes de circulation de l'information, il y a un enjeu à ce que les besoins remontent. Et donc, c'est d'abord comment est-ce que l'information, sous quel support est-ce qu'elle remonte? Donc, remontée d'information. Ensuite, il y a besoin pour les organes de pilotage de décider les activités prioritaires, les modalités de mise en œuvre des services, et donc d'organiser ensuite la redescente des services et des activités vers les membres. Au-delà du pilotage très opérationnel au quotidien, il y a besoin, et dans chaque OP, il y a des temps de bilan ou de suivi qui sont les conseils d'administration, les assemblées générales ou des commissions spécifiques pendant lesquelles les équipes rendent compte aux élus, aux organes de pilotage et permettent par le débat de réorienter les choses, d'ajuster, etc. Donc ça, c'est ce qui fait l'efficacité technique, organisationnelle de l'OP. Mais il y a d'autres conditions qui impliquent de la circulation et de la gestion d'informations pour que l'OP fonctionne bien. C'est avoir les moyens de mettre en œuvre les activités ou les services et donc en avoir les moyens financiers, pouvoir mobiliser des moyens financiers, mais également humains, avec les capacités techniques, etc. En gérant bien ses ressources, donc bien gérer, c'est des questions à la fois de gestion financière, de gestion de ressources humaines, etc. Et enfin, pouvoir communiquer efficacement avec l'environnement, qui peut être les partenaires financiers, un enjeu stratégique pour le financement des services, pour certains services, et être bien dans son environnement avec, par exemple, les vétérinaires mandataires, comme on le verra, ou d'autres acteurs clés avec lesquels l'OP interagit. Donc l'information, elle circule à tous ces niveaux, donc c'est très vaste. On a fait le choix, et je vais l'expliquer juste après, de se centrer sur une entrée service et pas tellement l'ensemble de l'information qui circule dans l'organisation, avec des points d'attention qu'on vous invite à considérer dans les présentations qui vont suivre. La gestion de l'information, on l'appréhende sous l'angle de l'aide à la décision pour l'OP et pour le pilotage des services. Mais par ailleurs, globalement, toutes les OP que nous accompagnons, que nous gérons, il y a des rapports à rendre, il y a du suivi et évaluation à mettre en œuvre. Et donc, c'est aussi une dimension des systèmes d'information, mais ce ne sera pas couvert dans le cadre de ce webinaire.
on a fait le choix vraiment de se centrer sur l'entrée service et quelle information concrètement est nécessaire et comment la gérer pour que le service soit efficace. D'autres éléments à considérer, vous le verrez dans les présentations, dans la gestion de l'information, on a à la fois des informations quantitatives, des volumes, des prix, des choses comme ça, et également des informations qualitatives qui sont liées à des ressentis, à des relations, etc., qui sont tout aussi importantes et qui contribuent tout autant à la prise de décision par les organes de pilotage. Enfin, les deux dimensions, montée d'informations essentielle, mais également la question de la redescente de l'information, que ce soit une décision ou un service. C'est les deux aspects qui font qu'un service va bien marcher et que les décisions seront comprises dans l'OP. Voilà, on vous invite à considérer, à avoir en tête toutes ces dimensions. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Christian, qui va nous présenter son expérience. Dans les présentations, vous verrez qu'il y a trois grands ensembles. Il y a d'abord comprendre l'origine du service, pourquoi ce service a été proposé, d'où est-ce qu'il est venu. Un deuxième aspect qui est la présentation du fonctionnement concret du service. Fonctionnement concret parce que la gestion d'information, elle n'est pas dissociable du fonctionnement du service. Donc, c'est important de vraiment bien comprendre le service. Ensuite, une dimension plus des outils de gestion de l'information. Et ensuite, chaque intervenant présentera ce qui marche bien et puis les points qui sont à améliorer, puisque tous ces services sont en permanente évolution. Voilà, Christian, je te laisse la parole. Et puis, n'hésitez pas, après sa présentation, à lui poser toutes les questions. Christian, à toi, merci. Merci Augustin pour la parole et bonjour à tous. Je suis Christian Andriatine, le responsable conseil économique de CFL à Madagascar. Pour rappel, CFL est une organisation paysanne spécialisée en fruits et légumes et qui donne des services aux producteurs membres du groupe FIFATA à Madagascar. Donc, permettez-moi de vous partager en quelques slides les expériences de CFL sur le ciel. Sans plus tarder, donc, rentrons tout de suite dans le cœur du sujet. Ciel ou service d'information économique des légumes. Donc, c'est un outil élaboré par CFL, FERT et FIFATA, suite aux problèmes rencontrés par les producteurs de tomates dans la région d'Itas, une région à hauteur malgache. Problème sur la commercialisation des tomates et divers échecs sur tentatives de commercialisation. Donc, CFL FERT FIFATA a décidé de créer l'outil. Les services est donc destiné principalement aux agriculteurs. Il apporte une information, la transparence, c'est-à-dire pour réduire les asymétries d'information entre les producteurs et les autres acteurs des filières dans les marchés des fruits et légumes. Les services aussi incitent la réactivité des producteurs, notamment permettre aux agriculteurs à négocier et prendre des décisions sur la vente, organisation des productions au prix favorable sur les marchés et surtout en choisissant la bonne variété adoptée à la production. L'outil donc s'évolue dans les temps. En 2005, donc, la mise en place effective des services avec collecte de 5 légumes et division via tableau et un journal régional. Après cela, donc, une extension avec des autres régions a été faite. En 2016, les services évoluent avec la technologie et donc la division s'améliore aussi via les SMS pour les producteurs et via les mails pour les conseillers. Ainsi, la collecte et les marchés s'élargissent aussi avec d'autres 14 légumes et fruits. Aujourd'hui, donc, le ciel intervient dans 12 régions sur 23 à Madagascar et envoie des SMS spécifiques selon les besoins des producteurs. Actuellement, donc, environ plus de 1000 producteurs reçoivent directement cette information
et peut-être le double et le triple indirectement. On va parler, s'il vous plaît, Augustin. On va parler aussi, ensuite comment fonctionnent les services. Donc, premièrement, il y a les remontées de l'information. 37 marchés sur 12 régions ont été suivis actuellement. Au niveau de chaque marché, donc, il y a un releveur prestataire formé par CFL qui assure la collecte et la remontée de l'information. Le relevé des prix se fait au moment des jours du marché ou les jours plus importants du marché et à même heure, c'est-à-dire à vers 5h à 8h30 du matin. C'est pendant 7h que les producteurs amènent leurs produits au marché. Après cela, c'est les détaillants et les grossistes qui font au marché. Les releveurs enquêtent donc environ 7 vendeurs pour chaque produit. Et ils collectent les prix minimum, les prix maximum et les prix modal. Les prix modal, donc, c'est les prix plus fréquemment rencontrés sur les marchés. Ainsi, ils collectent aussi les volumes du marché. Donc, pour les volumes, c'est une estimation. Il s'agit donc d'une simple estimation du marché, que le marché est peu actif ou moyennement actif ou très actif sur un produit. Ensuite, via smartphone, donc les releveurs remontent les informations et les informations sont stockées dans une base de données en ligne qui font le triage automatique. Et les données stockées est plus ou moins complète actuellement selon les différents marchés suivis. Puis les informations sont diffusées sous différentes formes et canaux. Donc pour les producteurs, soit via SMS avec les opérateurs téléphoniques existants à Madagascar, selon leurs besoins et marchés spéculation qu'ils souhaitent recevoir, soit par tableau mercurial affiché dans les marchés locaux et soit par un radio local. Pour les conseillers agricoles et les techniciens du groupe Vivata, ils peuvent suivre directement les informations par consultation de la page en ligne ou par réception de mails ou utilisation des réseaux sociaux, actuellement les Facebook. Donc, comme décision, utilisation par rapport à tout cela, donc pour les producteurs, donc c'est vraiment une prise de décision comme le rétro-planning d'opération, le décalage du calendrier de production, l'ajustement des surfaces, décision pour le stockage ou la vente, le changement des spéculations. Le prix aussi permet pour les producteurs de négocier avec les collecteurs, les grossistes, et ainsi permet aussi d'avoir comme un outil de réflexion pour obtenir un prix plus rémunérateur pour les producteurs. Donc, pour les conseillers agricoles, c'est un outil d'aide à la décision, permet d'accompagner la prise de décision des producteurs dans l'accompagnement, dans leur volonté de changement de stratégie de commercialisation. Donc, à peu près tout cela. Sur la gestion des données, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la gestion se fait en ligne via la partielle consultable sur le lien sur les slides et consultable via un login et mot de passe fourni par CFL. La base est prévue d'être utilisée par 4 catégories d'utilisateurs qui font chacune une interface dans les systèmes. Donc, il y a d'abord l'administrateur, nous, CFL, qui configurait le système, gérer les utilisateurs, modifier les saisies et même gérer les divisions des informations. Il y a aussi le deuxième utilisateur, c'est le releveur de prix, qui fait des saisies et des modifications de leurs saisies. Mais pour les releveurs, c'est via un smartphone Android, c'est
c'est faisable. Le troisième utilisateur, c'est les conseillers agricoles ou techniciens qui peuvent consulter les journaux de relevé, de faire des analyses de tableaux, des graphes par marché ou par produit. Actuellement, les conseillers sont tous équipés de tablettes, donc ça facilite cette consultation. Et enfin, les derniers utilisateurs, c'est les producteurs. Les producteurs n'effectuent aucune tâche particulière dans les bases, mais ils devraient s'inscrire ou faire inscrire auprès de CFL pour être destinataires des messages. Une fois sa demande est prise en compte, donc les paysans reçoivent des SMS, des informations hebdomadaires. Avec la base, donc, les conseillers peuvent accompagner les producteurs, peuvent voir la tendance annuelle ou biannuelle ou multi-annuelle avec ces systèmes. Quelques témoignages des producteurs qui ont déjà utilisé, bénéficié de ces services. Donc, le premier témoignage, c'est une jeune producteur nommée M. Noël, venant de la commune de Fipousse, région Automatiate, mais il est en même temps aussi un paysan relais de Ciel. Donc, les paysans relais Ciel, c'est comme le système paysan relais, mais c'est plus à proximité de l'ROP et qui sensibilise les autres membres dans une OP. Donc, pour M. Noël, c'est grâce au suivi des prix, il décale son calendrier culturel douanier par rapport aux autres producteurs. Si la plupart des gens font les contre-saisons sur rizière, pourtant, lui, il fait son oignon en bas-fond pendant la saison pluvale. Donc, il a pu récolter l'oignon en mois d'avril. C'est le moment où le prix de l'oignon est plus rentable dans leur zone. Donc, il confirme que tout cela, c'est grâce au accompagnement que les conseillers font, mais aussi la suite aux sensibilisations faites avec les ciels. Le deuxième témoignage, c'est celui de Madame Odette. Donc, c'est une membre des conseillers d'administration de CFL. Donc, pour elle, c'est vraiment marquant les changements observés dans sa commune grâce au ciel. Parce que elle a fait partie de la région ITAS qu'on a parlé au début, qui ont des problèmes avec la commercialisation des tomates. Grâce aux informations retenues, donc, elle n'hésite pas de changer la spéculation à développer. Donc, elle change la tomate en carotte. Actuellement, donc, grâce à ces changements qu'elle a apportés, sa commune devient actuellement le premier producteur de carottes dans la région ITAS. Si la région importe la carotte il y a 10 ans, donc actuellement c'est devenu la région productrice. Pour terminer mon intervention, donc je vais parler de ce qui marche bien et ce que le service permet. Donc, sans aucun doute, donc, des services utiles que pour les producteurs et pour les conseillers. Ce qui marche bien pour nous, c'est le fonctionnement des ciels, c'est-à-dire la collecte, l'archivage et la division des informations. Puis, les services SMS aussi perçus comme plus intéressants pour les producteurs par rapport aux autres canaux de diffusion, comme la radio, les tableaux mercuriels. Donc, les SMS est un atout pour un envoi des informations rapides et plutôt adapté au contexte actuel à Madagascar. Ce qui marche bien aussi, c'est la fiabilité des informations collectées grâce aux motivations de ces releveurs par les biais de formation et d'indemnisation. Le ciel aussi permet de comparer les prix, de calculer les marges, d'avoir des références. Et dernièrement, au niveau de l'organisation paysanne ou union communale, donc,
les ciels peuvent intervenir aussi dans le processus de structuration filière. Pourtant, quelques difficultés ont été rencontrées pendant ce temps-là. Donc, beaucoup ne connaissent pas encore les ciels, même les membres du groupe Vivata. Or, les ciels encouragent à s'ouvrir au marché. Certains producteurs ne savent même pas l'utilité de ces outils pour effectuer le décalage ou le rétroplanning. Mais pour ceux qui connaissent, il y a l'influence de l'environnement actuellement avec les changements climatiques. Même s'ils ont décidé de faire le décalage, mais il y a l'influence de l'environnement. Donc, il y a un autre besoin d'informations sur les changements climatiques et la météo. L'accès au prix seulement donc, ne suffit pas au mieux vendre pour un producteur. Donc, ils ont besoin d'autres outils d'aide à la décision, comme les calculs des coûts de production, l'enregistrement, l'accès aux informations météo, l'analyse de l'offre et de la demande, les techniques et les références technico-économiques. Donc, on a le sentiment aussi actuellement que l'outil est moins valorisé par les conseillers techniciens en fonction actuellement. Quelques points donc méritent d'une amélioration. Donc, premièrement, besoin de formation des conseillers et division auprès des unions filières pour bien former les membres, les leaders dans une union. Pour les collectes de prix, il y a besoin aussi de suivre par variété pour les cas de pommes de terre, par exemple, parce qu'actuellement, on collecte seulement des pommes de terre, mais pas spécifiques, pommes de terre spéciales frites ou pommes de terre tout venant. Donc, il y a un besoin de suivi particulier. Pareil pour les modes de production conventionnelle ou mode de production agroécologique. Pour l'instant, donc, il n'y a pas de séparation. Les autres outils aussi sont en cours de développement actuellement, comme les tableaux de prix par mois, les fiches produits et notre analyse. Pourquoi? Parce que on a déjà une masse de données importante dans nos bases là, mais il faut en tirer l'essentiel pour être utile et exploitable, tant pour les producteurs, tant que pour les conseillers. Et dernier point, sur la pérennisation des services, car jusqu'à présent, le service est gratuit pour les producteurs, mais il y a des engagements financiers sur la collecte pour l'indemnisation des releveurs, les coûts d'envoi avec les opérateurs téléphoniques. Donc voilà, mon intervention touche à sa fin. Merci de votre aimable intention. Si vous avez des remarques, des questions, je suis à votre disposition. Et je remercie également mes deux collègues, Madame Solange et Madame Ita, qui connaissent bien que moi les services ciels. Merci à vous tous. Merci, Christian. Donc on comprend bien que c'est un service d'information. Alors, c'est un peu une spécificité. Ce n'est pas un service qui utilise l'information pour délivrer des produits ou autres, mais là, c'est une information qui circule. C'est l'information en tant que telle qui est le service. J'avais prévu pour lancer la discussion de te poser les 3 questions un peu sur ta prise de recul, sur les leçons tirées sur le développement de ce service. Mais je vais inverser un peu les choses. Je propose à ceux qui veulent poser des questions de le faire dès maintenant et puis éventuellement avant de passer la parole à Liv, comme ça je te laisse un peu réfléchir sur les éléments, les conseils que tu souhaites partager sur les choses qui peuvent faire que ça marche quand on réfléchit à développer un service comme celui-ci. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce service, à son développement? Alors, moi j'ai une question, mais je ne voudrais pas passer en premier s'il y en a d'autres qui sont plus pressés. Bertrand.
Oui, ça va, mais vous pouvez passer en premier. Bon, pourquoi vous n'êtes pas passé au service commercialisation? Pardon? Pourquoi vous n'êtes pas passé au service commercialisation des produits? Vous avez géré le système information, mais pourquoi vous êtes arrêté là? Pourquoi vous n'êtes pas passé au service commercialisation? Oui, merci pour votre question. Il y a déjà au niveau FIFATA une commission, une foulée qui s'occupe de la partie commercialisation, mais l'outil Shell fait partie de l'outil pour aider les producteurs à mieux vendre les produits. Donc, les Shell, c'est une partie de la commercialisation. Oui, mais qui est-ce qui est réellement, c'est-à-dire que les paysans vendent eux-mêmes leurs produits ou ils passent par une association pour vendre qui dépend d'eux ou pas? Il y a plusieurs cas. Il y a déjà des producteurs qui font la vente groupée au niveau PO Union communale. Il y a des producteurs qui font la vente individuelle selon les cas. OK. Et est-ce qu'on a la connaissance des acheteurs? C'est-à-dire que est-ce qu'on connaît les prix par acheteur, par commerçant ou pas? Oui, c'est un peu l'idée des services. Donc, c'est de donner des informations sur les prix aux commerçants, Non, aux producteurs. aux producteurs, mais ça j'ai bien compris. Mais est-ce que par exemple, le commerçant qui s'appelle Racout, il est connu, quoi? C'est-à-dire qu'on Oui. sait qu'il donne tel prix, ou alors c'est anonyme. Mais non. Le fonctionnement, donc, c'est quand CFL donne l'information à un producteur, cet producteur connaît la tendance, les prix au marché. Donc, le producteur va décider, connaît déjà la tendance du prix au marché, c'est à il de décider quelle quantité que je vais amener ou qu'est-ce que je dois faire. Mais pour les cas des sous-tracteurs sur le marché, donc, les conseillers font des carnets d'adresses des collecteurs, des grossistes, des acteurs sur le marché. OK. Donc j'ai bien compris. Donc, vous restez sur des marchés régionaux. Vous n'avez pas la tendance des prix sur le marché national à Nosibé, par exemple, à Tana. À Tana, si là, donc les 37 marchés, c'est réparti en deux niveaux. Donc, il y a les gros marchés, comme Atana, Tamata, Murundava, mais il y a les marchés locaux, c'est vraiment la base au niveau communal. Donc, pour nous, l'idée, c'est de voir la différence de ces deux types de marchés. OK. Et est-ce que vous avez remonté ce qu'on appelle une chaîne de valeur, c'est-à-dire de voir à peu près à chaque étape de la commercialisation, quelles sont les marges qui ont été prises par les acteurs commerciaux, collecteurs, sous-collecteurs, grossistes ou pas? Non, pas. D'accord. OK, merci pour moi. J'arrête, hein, j'ai plus de questions. Avant de passer la parole à Agathe Burkina Faso qui a levé la main, en complément d'information, hein, c'est un service qui est mutualisé pour l'ensemble des OP du groupe FIFATA, donc ça couvre 11 régions. Et donc, ça n'est pas spécifique à une OP qui commercialise, mais c'est mutualisé sur la veille sur les marchés de gros, quoi. Voilà. Agathe, à toi la parole. Oui, merci. Oui, merci. Je passe la parole à Gilles, mon collègue. OK. Ma question, j'ai trois questions. La première question, ils ont mentionné qu'en 2005, avant de mettre en place les dispositifs de collecte de données, ils ont pu collecter d'abord les données en suivant, en écoutant les émissions radio, la télé et des tableaux pour pouvoir produire, mettre en place les systèmes. Et ensuite aussi, je vois qu'à la fin également, ils font le même travail. Donc, ils diffusent à la radio, à la télé et des tableaux. Donc, ma question pour la première est de savoir quelle est la valeur ajoutée ou quelle est la différence entre ce qui se faisait avant, sur lequel ils se sont basés pour mettre en place des systèmes d'information par rapport à la leur. La deuxième question, ils ont parlé que les releveurs de prix là sont payés. Et ils voulaient savoir qui paye, et sachant qu'il a dit que le service est gratuit. Et comment ils arrivent à assurer la viabilité de ce dispositif-là. Parce qu'ici, on a un système qui est mis en place, Simagri, où on voit que les OP, les producteurs, ne sont pas tellement consentants
à payer pour ce service-là. Donc, la question de la viabilité de ce système d'information-là est posée actuellement. Maintenant, eux, comment ils envisagent solutionner ça pour que ce service-là soit viable? Ok, merci Silla pour ta question. Je vais répondre. Ta première question, c'est quelle est la différence qui existe avant et actuellement? Donc, c'est plutôt sur les collectes des prix, déjà. On est restreint à quelques régions avant et quelques produits et quelques marchés. Mais actuellement, on s'étend sur ces 37 marchés et toutes régions. Et la différence aussi, auparavant, la diffusion s'est faite avec un tableau ciel et la radio et journal régional. C'est pas problème, mais la diffusion en France est plutôt standard. Pour les tableaux, par exemple, c'est un produit standard qui est affiché au tableau. Par exemple, un producteur X et un producteur Y. Les producteurs X qui font de la carotte et les producteurs Y qui font la pomme de terre. Donc, dans les tableaux, il y a seulement la pomme de terre sur les tableaux. Donc, pour les producteurs X, donc, ils ne bénéficient pas des services. Mais actuellement, avec les systèmes SMS, donc, c'est paramétré individuellement. Chaque producteur peut recevoir l'information qu'il veut individuellement. Par rapport au paiement relevé et viabilité des services, là, donc c'est fait là avec les projets qu'il met en œuvre qui paient actuellement les relever. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Donc aujourd'hui, le système ne se finance pas tout seul sur la base du service, mais c'est par d'autres sources de financement que CFL le finance. C'est ça, hein, mais là, est-ce qu'on a D'accord. Une dernière question. Est-ce que déjà on peut déjà avoir, disons, une appréciation aussi du consentement à payer des producteurs par rapport à ce service-là? Parce qu'on a vu des témoignages qui sont quand même pertinents. Je ne sais pas déjà pour les quelques années comment ils perçoivent cette action-là, le consentement à payer des producteurs pour ce service. Si toutefois le projet Christian, est-ce que les producteurs, tu sens dans les interactions et les retours terrain que ça pourrait devenir payant puisque ça leur permet de prendre des décisions pertinentes pour leurs revenus? Oui, on a déjà lancé sur ce sujet quand on fait du terrain. Mais pour les producteurs qui sont déjà avancés, comme les leaders, les paysans relais, donc ils sont prêts à payer les coûts d'information, c'est-à-dire les coûts des SMS qu'ils reçoivent là. Mais par rapport au financement, au paiement des releveurs, il n'y a pas encore de retour avec eux. Merci pour ta réponse, Christian. Il y a une autre main levée et puis ce sera la dernière question pour ce sujet. Donc c'est, je crois, la Côte d'Ivoire, hein, l'ordinateur Asus. On vous donne la parole. Ok, merci pour la parole. Moi, c'est Arnaud Sommet. Et j'ai deux questions. J'ai mon collègue aussi qui a des questions. La première question, c'est de savoir les calendriers de prix que vous élaborez. C'est sur la saison de production ou c'est sur toute l'année? Et ma deuxième question, c'est de savoir est-ce que ces prix qui sont notés, ils n'arrivent pas des périodes où ça fluctue du jour au lendemain? Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons ce problème de prix et ça fait que pour communiquer les prix aux producteurs, il faudrait vraiment que ça soit du jour au jour, quoi. On ne sait pas chez vous comment est-ce que la fixation des prix des légumes se passe. Ok, moi c'est Modeste Kwame. Je vais terminer avec ma question et puis on va attendre les réponses. C'est par rapport dans la présentation, on a vu que les relevés étaient faits sur 5 spéculations. Je pense que c'est ce que j'ai vu.
je voulais savoir pourquoi les 5 spéculations et comment est-ce que ces spéculations ont été définies ou choisies. Merci. OK. OK, c'est compris la dernière question et les premières questions de Côte d'Ivoire. Et la deuxième question de Côte d'Ivoire, c'est pas bien comprendre. La première question, c'est sur le calendrier des prix. Oui, oui. Qui aide les producteurs à prendre des décisions pour la production. Oui. C'est annuel ou selon les productions? Oui, et la deuxième question? Oui, je demandais à savoir, ce calendrier est élaboré de manière annuelle ou c'est de manière trimestrielle ou mensuelle, je ne sais pas. OK. Donc, le calendrier, donc, c'est plutôt par... il y a les plans de travail annuels au niveau des organisations paysans où chaque producteur les font, mais il y a aussi les calendriers par campagne, par saison. Donc, s'ils font des tomates, par exemple, cette année, ils ont déjà planifié qu'à tel moment que je vais faire les tomates. Et sur la deuxième question, les fixations des prix. Oui, Christian, la c'est question, de savoir à Madagascar comment est-ce que les prix des légumes sont fixés. Est-ce que ça fluctue du jour au lendemain ou pas? Ou ce sont des prix qui sont fixés sur le mois et ça ne bouge pas? OK. Donc, à Madagascar, donc, c'est un marché libéral. Donc, les prix suivent la loi de l'offre et la demande. Donc, s'il y a trop de produits au niveau des marchés, les prix baissent. Et s'il y a moins de produits, les prix augmentent. Et ça varie. Surtout pour les cas dans la capitale, ça varie d'un jour à un autre. Ça peut varier les prix. Donc, il n'y a pas de prix constant. Du coup, dans ce cas, les prix que vous communiquez aux producteurs, ce sont des estimations alors? Des prévisions de prix. C'est ça? C'est pas bien compris? Je dis, donc du coup, si le prix des légumes peut varier du jour au lendemain, donc du coup, l'information qui est rapportée au niveau des producteurs, ce sont des estimations de prix de vente alors? Oui, c'est ça. Donc, c'est une tendance de prix qu'on donne aux producteurs. Ce n'est pas les prix fixes au marché. D'accord. C'est pour ça qu'on collecte les 3 prix, les minimums, les maximums et les modales. D'accord. Christian, une dernière question qui t'a été posée sur les 5 spéculations, qui ne sont plus 5 aujourd'hui. Peut-être tu peux juste apporter ce complément d'information et rapidement, et puis on passera à Liv. Oui. Donc, pourquoi 5 spéculations? Donc, j'ai fait ces spéculations prioritaires. Donc, c'est les 5 spéculations, donc les 5 spéculations prioritaires de CFL. Je profite aussi de parler quels sont les 3 conseils que je peux donner à partir de ces expériences-là. Donc, comme leçon à tirer, donc, premièrement, la fiabilité des informations par rapport à la motivation de ces releveurs-là. Deuxièmement, les informations sont accessibles au plus près des producteurs et au bon moment, selon leurs besoins. Ça, donc, c'est très important. Et dernièrement, donc, la formation des techniciens, des conseillers, des leaders pour bien utiliser l'information. Voilà. Merci Christian. Donc, avoir de l'information au bon moment, c'était en lien avec la question qui a été posée par la Côte d'Ivoire. Au plus près des producteurs, donc les SMS ont permis d'être vraiment en plus forte proximité de ce que tu nous disais précédemment. Et l'importance de la formation, c'était l'un des éléments que l'une des élus mentionnait sur le fait que sans formation, c'est difficile de prendre des décisions. Et donc, il faut considérer ces éléments quand on met en place le service. L'accès à l'information est une chose, mais savoir l'utiliser est une autre dimension importante. Merci beaucoup, Christian. On va passer la parole à Liv s'il n'a pas de problème de connexion. Liv, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Super. Eh ben, Ok. c'est bon. Ok. Ok, alors bonjour à tous. Merci à Christian pour sa première présentation. Moi, je me présente Olivier. Je suis le directeur des activités auprès de la structure FIPIAMA. Si tu arrives à parler, pardon, Olive, un petit peu plus près du micro, comme il y a un bruit de fond, est-ce que tu peux te rapprocher du micro pour qu'on t'entende bien? Ok, mais désolé, mais il y a une coupure d'électricité auprès de notre bureau et on aurait dû changer de place. Ici au cyber, je présente toutes mes excuses puisque c'est un peu proche de la rue. Peut-être qu'il y aura du bruit parfois. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça va très bien. Merci. Ok. Alors, FIPIAMA, c'est une association de producteurs de biogas dans la région de Matiak, à Madagascar. Comme il s'agit d'une filière d'élevage, là, la santé animale nous préoccupe plutôt. En effet, au début, il y avait trop de mortalité au niveau des éleveurs, mortalité de septelle biogas, alors que la demande sur le marché reste encore permanente. C'est-à-dire que la demande de poulet au niveau du marché reste permanente et stable. C'est pour cela que FIPIAMA a été structuré à partir d'une collaboration et fort de Cap Madagascar. Actuellement, FIPIAMA compte plus de 400 membres, précisément 1495 membres, et distribue entre aux alentours de 62 673 doses de vaccins. C'était le chiffre en 2021. En fait, notre objectif est d'assurer l'effectivité du service en santé animale du secteur afin de maximiser la vente au niveau de chaque union communale. Au départ, c'était en 2012 où FIPIAMA a été structuré. Et à ce moment-là, FIPIAMA a mis en place 12 paysans relais qui assurent les services en approvisionnement et comme les exigences des poulets au niveau des unions communales. C'est-à-dire des paysans relais pour chaque union communale. Depuis ce moment-là, FIPIAMA a cessé de renforcer ce dispositif-là, c'est-à-dire le dispositif paysans relais, en collaboration avec les partenaires au niveau du secteur. Il y a CAP, il y a CEFEL, il y a les vétérinaires mandataires dans notre zone, il y a les autres intervenants, par exemple, le centre de formation ici à Fenaroche. Actuellement, FIPIAMA utilise, je peux le dire, permettez-moi, plus de 120 paysans relais. Et la commune d'intervention s'étend à 30 unions communales, c'est-à-dire 30 communes. Puisque n'oubliez pas qu'il faut rappeler que l'union communale, ça se construit au niveau de la commune. Okay. Et ensuite, je vais vous expliquer comment le service fonctionne. D'abord, il y a les demandes au niveau des producteurs, au niveau de l'OPEPAS. Et cette demande-là, nous avons mis en place des paysans relais au niveau de chaque union communale mandatée par le producteur. Et il y en a aussi le fait. Oui? Liv, excuse-moi, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus proche du micro pour qu'on t'entende bien? C'est encore un petit peu brouillé. Tu peux te rapprocher du micro. Ok, ça va. Ça va comme ça? Merci. Vous entendez bien? Oui, très bien. Oui. Là, d'abord, il y en a un regroupement au niveau des OPEPAS, ça se mobilise au niveau de chaque hameau et ils se regroupent au niveau de l'OPEPAS. Et les membres des OPEPAS, c'est eux qui s'unissent au niveau de l'union communale. En fait, le service, ça débute, la demande, ça commence au niveau des OPEPAS. Et ils remontent les informations au niveau d'un paysan relais qui se situe au niveau communal. Et c'est ce paysan relais-là qui nous envoie leur demande de faire un vaccin au niveau de la région, au niveau de notre niveau régional. Et quand les informations sont remontées au niveau régional, alors c'est à nous, les techniciens, qui, il y en a prend les décisions, c'est-à-dire la logistique et livraison, système de stock, ça se gère au niveau de la région. Et que nous appuyons des commandes venant des paysans mandatés par les zones, alors tout de suite, nous honorons cette commande-là et nous faisons la livraison des vaccins à crédit. C'est-à-dire que même si les producteurs n'ont pas encore de fric au niveau de leur caisse, nous pouvons envoyer tout de suite leur vaccin afin de satisfaire à temps leurs besoins. Et tout de suite, cette vaccin-là, dès qu'il arrive au niveau du paysan relais mandataire, c'est lui qui se charge de la distribution au niveau de chaque paysan relais, c'est-à-dire des FMI,
ou association de protecteurs locaux au niveau des OPEPAS. Ce système-là, nous avons le testé depuis plusieurs années. Ensuite, qu'est-ce qui est positif pour notre association, c'est qu'à partir de ce vaccin livré, nous pouvons identifier la volume de poulet disponible au niveau de notre membre. Et là, dès qu'il y a des commandes, c'est-à-dire des acheteurs de poulet, nous raisonnons à partir des doses de vaccins distribuées. Et c'est nous qui répondons tout de suite aux acheteurs, nous disposons de cette quantité de poulet. Alors, nous, tout de suite, nous envoyons des SMS ou bien par des SMS au niveau du paysan relais, puisque lui, il sait qu'il y a tel poulet au niveau de tel producteur. Et ensuite, ça nous permet aussi de bien déterminer la volume de poulet disponible ainsi que la date de livraison pour cette poulet-là. Et ensuite, dès que nous obtenons une donnée plus précise, nous passons à la collecte du poulet et puis la livraison sur site. La majorité du temps, c'est au niveau de notre bureau ici à Fenaratsu. Là, c'est-à-dire qu'il y en a des services. Ensuite, gestion des données pour assurer effectivement l'effectivité de ces services-là. Il y en a deux types d'enregistrement, des mécanismes afin de gérer ces informations-là. D'abord, il y en a le volume de vaccins commandés. Ensuite, il y en a le taux de recouvrement de l'avance qui permet de suivre et décider. Et ensuite, après cela, il y en a la décision entre le directeur et le président qui se concerne. Parce que parfois, il y en a des unions communales qui n'arrivent pas à honorer leur devoir. Et là, nous discutons entre le président comment on va procéder pour enfin rétablir cette démarche-là au niveau de chaque union communale. Et nous pouvons vous dire que ça, la communication se passe par téléphone. Et puis, au fur et à mesure, ça s'améliorerait puisque nous pouvons nous communiquer de temps en temps avec notre paysan. En plus, cette service-là nous permet aussi de bien cerner la vente groupée de poulet au niveau de notre structure. Et troisièmement, cette étape-là nous permet de bien savoir l'état de santé de chaque union communale, ou bien s'il y en a des petites unions qui a besoin d'accompagnement, puisque qu'il y a des unions communales qui ne commandent pas de vaccins, nous sentons vraiment qu'il y en a quelque chose qui ne marche pas. Et à partir des données au niveau du bureau, nous pouvons tirer des conclusions. Bien, il faut accompagner cette union-là, puisqu'il y en a quelque chose qui ne marche pas chez eux. Pourquoi il n'y a pas de commande de vaccins? Pourquoi ils n'arrivent pas à vendre des types d'informations comme ça avec les cellules? Nous discutons et puis nous approchons ces unions-là. Qu'est-ce qui se passe ici chez vous? Dans tout cela, nous utilisons tous les cachets, les simples cachets pour enregistrer. Bon, le stockage de données, ça se fait sur 3 cachets. D'abord, il y en a le cachet qui est à gauche de notre écran. C'est là où nous collectons les besoins des membres. Et pour le cachet à droite, c'est là où nous livrons les vaccins. Et ensuite, ça c'est pour les commandes des vaccins pour honorer tout ça. Et ensuite, toutes ces informations-là seront transcrites dans notre ordinateur, c'est-à-dire au niveau des techniciens. Et nous enregistrons toutes les commandes ici, ce qui est déjà honoré, que ce soit payé ou non, puisque là, ce sont des vaccins consommés au niveau de la structure. Et ces informations-là, ces enregistrements mensuels, ces informations, ça nous permet de réfléchir avec les membres du conseil d'administration, comment on va procéder, puisqu'il y en a, par exemple, il y en a des communes qui n'arrivent pas à commander des vaccins. Et on réfléchit avec les membres du conseil d'administration, qu'est-ce qu'on va faire avec ces unions-là. Et ça nous sert aussi de rapporter notre activité trimestrielle, puisque nous faisons des rapports au niveau des vétérinaires mandataires, nous faisons des rapports avec notre partenaire comme Sufata, FERC, ou bien quelqu'un qui passe nous demander des informations pour voir combien de vaccins vous avez consommé pour ce mois-ci. Ça nous sert de nous développer. Alors là, on va vous apporter des témoignages, puisque là, c'est notre président, M. Nif, qui est à côté de moi. Au cours de notre réunion en 2019, il a soulevé ce point-ci. Depuis notre structuration, la multiplication du nombre de paysans a facilité la mise en œuvre des services liés aux santé animale. Le taux de mortalité est presque réduit à 0. Cette amélioration des services a engendré une hausse considérable des ventes au niveau de notre structure. En plus, les partenaires font confiance à la qualité de notre produit. Tous les projets pour dans la région sont droits de commande et la vente au niveau communal, ça s'améliore.
C'est-à-dire que grâce au développement de cette puissance santé animale, les résultats à la base sont très palpables. Et il y en a aussi, comme témoignage, ça c'est M. Foutélis. Lui, il est un paysan. C'est dans une commune située à 145 km de Fianarantsoa. Et lui, il a fait ce remarque aussi. La disponibilité d'un père et son dynamisme dans le groupe est très important afin de satisfaire aux besoins de demande. Si la demande arrive à temps, notre organisation pourra lui répondre après 2 jours. Depuis notre collaboration effectivement en 2018, la combinaison des services santé animal et commercialisation a fait le producteur. Actuellement, nous n'avons plus de difficultés sur la vente publique car les collecteurs viennent dans notre point de vente avec le meilleur prix, puisqu'ils ont mis un point de vente au niveau communal pour vendre les poulets uniquement pour les poulets des membres qui étaient vaccinés assurés en santé. Ça témoigne que l'effectivité du service. Bon, ben, là, nous arrivons à qu'est-ce qui marche. Là, nous avons constaté que c'est un service qui répond aux besoins dans les temps. C'est une information facile à collecter, à transmettre par téléphone. Ça se fait par SMS. Et il y en a aussi des paysans relais très actifs et bien formés, puisque avant d'être un paysan relais, il faut qu'il arrive à remplir les critères nécessaires. Mais pourtant, il y en a aussi quelques difficultés, puisque cette situation nécessite une besoin de formation plus régulière entre l'union communale et OPR. Par exemple, pour la vente locale, pour le recouvrement des vaccins, ce qui était livré. Ça nécessite une information plus régulière. Et en plus, cela aussi nécessite plus de rigueur sur l'identification et sur place des paysans relais, puisque ce n'est pas tout le monde qui arrive à honorer ce devoir-là. Et troisième point, il faut avoir plus de compréhension de la zone afin d'instaurer le rapport, c'est-à-dire qu'on va mettre combien de paysans relais dans cette zone-là par rapport au nombre de producteurs à servir. C'est une question d'efficience et d'efficacité, puisque auparavant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait que 12 paysans relais au niveau du Diamant, c'est-à-dire seulement un paysan relais pour chaque union communale. Au fur du temps, on a pu identifier que quand c'était suffisant, les producteurs, on n'arrive pas à honorer notre devoir, il faut multiplier le nombre. Et au fur du temps, on a mis en place et on a pu identifier que actuellement, un paysan relais travaille avec 10 producteurs de poulet, ce qui est efficient et efficace. Je crois que c'est tout ce que je peux vous présenter, mais j'attends votre question s'il y en a. Merci beaucoup, Liv. Et merci de cet effort d'être connecté dans un cyber. On sait que ce n'est pas facile, mais ça nous permet de bénéficier de ton expérience. Donc, merci beaucoup. S'il y a des questions avant que Liv nous partage un peu les leçons qu'il a tirées de la mise en place de ce service, la parole est ouverte. Allez-y. Bon, je veux bien encore démarrer le premier, Bertrand, ça va être rapide. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on pense rarement à l'argent, à comment ça peut fonctionner. Et du coup, parce qu'il faut de l'argent dans le système pour que ça fonctionne. Donc, savoir quelle marge est prise sur la vente des vaccins et quelle marge est prise aussi sur l'intermédiation qui est faite entre les paysans et les acheteurs de poulets. En fait, sur la marge des vaccins, c'est effectivement ne tire pas de bénéfice aux producteurs, mais c'est au niveau des unions communales où il y en a une tirage de marge, puisque chaque union communale met en place le prix qui le convient. Cela dépend de leurs membres et de leur réunion de déterminer le coût du vaccin à la base. Et là, effectivement, le fait que stocker uniquement le vaccin, de livrer ces derniers, mais c'est au niveau du système communal, il y a une marge à tirer, puisque comme nous ne payons pas les paysans relais, ils tirent du profit au coût du vaccin, et ça varie entre 50 arrières et 100 arrières. Cette variation varie selon l'éloignement du lieu de livraison, puisqu'il y en a qui sont de plus enclavés, ils n'arrivent pas à commander plusieurs fois, mais en fait de fréquence moins. Et cela varie d'une commune à une autre.
Sur les marges de poulet, sur la vente, de toute façon, le prix de vente de poulet est fixé par notre conseil d'administration au moment de notre réunion. Et à ce moment-là, dès qu'il y a des acheteurs qui arrivent à notre bureau, nous présentons tout de suite notre prix. Tiens, si vous voulez acheter du poulet, tel âge, le poulet se vend à tel prix, à tel âge, le poulet se vend à tel prix. Et c'est d'ailleurs de décider si comprendre notre poulet. Et en ce moment-là, le conseil d'administration sait déjà qu'il y en a des marges d'argent, il y en a des ristournes pour l'association. Je ne sais pas si j'arrive à vous répondre exactement sur ce que vous... Non, merci, Liv. Hein, ça correspond à ma question. Donc, oui, merci. J'ai terminé. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, Agathe, Burkina Faso. Allez-y de votre côté. Oui, merci. Voilà, bon. Moi, c'est Kader, c'est une question que je voulais te poser par rapport aux PR qui viennent pour le vaccin de la Boulaye là. Voilà, comment ils font cette confédération? Ils prennent directement au lieu sûr et puis ils viennent directement faire la vaccination ou bien ils ont des équipements adaptés pour la conservation de ces vaccins jusqu'à venir faire la vaccination. Ils ont un suivi aussi par rapport à ça. Voilà, est-ce qu'il y a un suivi du taux de réussite de ces vaccins-là? Oui, mais, merci à Burkina Faso d'avoir posé cette question-là. Et si j'ai bien compris, vous voulez savoir combien de paysans relais touchent à cette vaccin? Si je n'ai pas bien compris la question, là. La première question. Mais je vais répondre tout de suite pour la deuxième question. Je dis aux questions de me reformuler la première question. Pour le suivi, oui, nous réalisons des suivis permanents pour la qualité de notre vaccin. Il y a aussi des rapportages des paysans, puisqu'ils ne sont pas uniquement des vaccinateurs, mais aussi ils accompagnent des producteurs sur l'adoption technique à la base. Et en ce moment, il y a un suivi permanent au niveau de chaque producteur. Et pour la première question, je ne sais pas, Augustin, si vous pouvez me reformuler. Oui, si j'ai bien compris, c'était la question des équipements pour le transport et le stockage du vaccin. Quels équipements sont utilisés? Oui, là, il y en a une, comme je vous ai dit la première fois, première phase, là, les paysans relais, ce sont des producteurs qui ont été formés par des spécialistes. C'est-à-dire qu'après chaque formation, ils sont tous dotés de glacières et tout ça pour le respect de chaîne de froid. Il y en a une dotation en kit ou bien FIPIAMATIS, des relations avec des partenaires pour pouvoir acquérir des glacières, du seringue et tout ça. Et à ce moment-là, ces matériels-là se mettent à la disposition des unions communales et c'est au niveau des unions communales qui les gèrent pour les producteurs. Je redis ce que tu as dit, hein, mais comme au Burkina, ils semblent ne pas bien entendre. Donc les équipements du transport, hein, ce sont des glacières qui permettent de conserver le vaccin. Il y a un frigidaire qui est au niveau de l'Union et l'Union régionale fournit des équipements aux unions communales. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Merci. Ouais. Et la première réponse, c'était sur les questions de suivi des vaccins. Il y a en amont du service vaccination une formation des producteurs qui permet d'avoir déjà une bonne qualité de technique sur les bases. Et il y a des conseillers techniciens qui accompagnent et qui visitent régulièrement les producteurs et les paysans relais. Oui, c'est ça, oui. Merci. S'il y a une autre question, n'hésitez pas. Avant que Liv nous partage un peu. Merci, c'est bon. C'est bon, oui. Merci. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions sur que ce soit le service ou l'information telle qu'elle est gérée? On a vu qu'une seule information, ou deux plus précisément, permet de gérer deux services. Donc, ce n'est pas le volume d'informations qui compte, mais c'est la réactivité du système qui passe par un moyen très simple qu'est le téléphone. Je ne vois pas de main qui se lève. Liv, si tu veux peut-être nous dire un peu, au travers de ces années d'expérience à mener ce service, ces deux services, quelles leçons tu tires d'échecs éventuels passés ou d'enseignements que tu as de cette expérience, en te rapprochant bien du micro pour qu'on t'entende, s'il te plaît.
En fait, l'échec de Mardan, c'était notre cas en 2015, si je ne me trompe pas, je fais le président qui est à côté de moi. En 2015, nous avons livré quelques poulets dans notre région en Bouche. Et là, il y a le manque de rigueur, si je peux dire. Il y avait des poulets qui ne sont pas des membres qui ont été introduits dans l'effectif. Et nous avons constaté une mortalité au cours de notre livraison. Et on a fait tout de suite une retour auprès de notre producteur parce que vous avez livré des poulets qui n'étaient pas de membres. Il faut un petit peu plus fort, s'il te plaît. Ouais, si tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Ok. Là, c'était notre plus mauvaise expérience. Cette évolution a tiré ce qui s'est passé en 2015, au moment où les membres à la base introduisent d'autres poulets qui n'étaient pas vaccinés pour la commercialisation. Et là, c'est vraiment embêtant puisqu'il y avait trop de mortalité au moment de la livraison auprès du format propre. Et là, nous avons pris les choses qu'il faut prendre des mesures pour ne pas introduire des autres qui ne sont pas vaccinés venant des autres ou qui font peut-être des choses de poulets différents. Là, c'est une expérience très marquante de ma carrière depuis que j'ai travaillé avec Yannick. Il y a aussi il faut aussi savoir cibler les paysans relais, puisque au moment de la formation des paysans relais, nous avons déjà formé plusieurs paysans relais. Mais dès qu'il arrive à un certain niveau, ils laissent les membres à leur place. Ils ne n'ont plus leur devoir d'aller rendre des services et ils font autre travail. Alors, à ce moment-là, les membres sont négligés à leur exploitation. Car il n'y a plus quelqu'un qui va vacciner le certains d'autres services en santé animale. Et là aussi, le ciblage des PR, ça c'est vraiment important. D'accord. Alors, juste pour, comme la réception n'est pas très bonne, un enseignement que tu as tiré, c'était sur un échec relatif à l'introduction de poulets qui n'étaient pas issus des OP que vous accompagnez, qui étaient bénéficiaires du service. Vous avez perdu la traçabilité de ces poulets qui ont été introduits de l'extérieur et qui vous ont fait perdre en réputation puisqu'il y a eu beaucoup de mortalité. Oui, donc ça, c'était un premier enseignement. Et l'autre enseignement, c'était sur le fait qu'il y a l'importance de bien cibler des paysans relais qui sont engagés et qui assureront leur mission vraiment au service des membres de l'OP à laquelle ils appartiennent. C'est ça. C'est ça, oui. Il y a une main qui se lève en Côte d'Ivoire, si vous voulez prendre la parole. Oui. Bonjour, moi c'est Nguessa Yao Richard. Voilà, j'ai voulu avoir un éclaircissement concernant un peu la commande des vaccins parce qu'il est dit que la commande au niveau de l'Union, d'abord, quand il y a la commande, ils passent par l'agent vaccinateur qui donne l'information au niveau des commandes des vaccins. Maintenant, j'aimerais savoir ces commandes-là. Une fois, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'agent vaccinateur qui prend l'agent et il passe la commande? Et comment l'acquisition se passe? Est-ce que c'est lui qui se déplace pour aller chercher ses vaccins au lieu ou quelqu'un d'autre de l'OP va pas dans le lieu pour chercher les vaccins? Voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne un peu, quoi. C'est ce que je voulais savoir. Merci pour votre question. En fait, c'est le paysan, c'est-à-dire l'agent vaccinateur, qui passe les commandes au niveau de la région. Et dès que cette commande arrive chez notre bureau, nous faisons tout de suite, nous mobilisons tout de suite les techniciens pour répondre à ces besoins-là. Et là, nous commençons à emballer, si on peut dire cela, préparer le paquetage pour ce paysan-là, en fait, pour répondre aux questions. Et là, au moment de leur commande, il y en a deux types parfois, ils envoient leur commande, il y a des SMS
À ce moment-là, nous attendons la livraison de l'envoi de glacière par Taxi Plus, par exemple. Ensuite, le paysan relais n'arrive pas à notre bureau, il envoie la glacière par Taxi Plus. En ce moment-là, nous préparons l'emballage avec toutes les classes qui nécessitent des techniques adéquates et on renvoie le colis par Taxi Plus et nous envoyons un SMS, le numéro du chauffeur ou bien le numéro du Taxi Plus. Et le paysan relais attend ce colis-là au niveau du chef-lieu de la commune. Et à partir de ce moment-là, c'est à lui de se charger de partager ces vaccins-là au niveau de chaque paysan relais, au niveau de chaque hameau. C'est-à-dire que ça se fait sur un rendez-vous bien précis. Mais il y a aussi le deuxième âge, c'est-à-dire que le paysan relais se déplace au niveau de notre bureau. Par exemple, peut-être qu'il a des choses à préparer au niveau de la région, et c'est lui qui se déplace. En ce moment-là, nous faisons la diffusion et c'est à lui d'assurer l'adéquation de toutes les techniques nécessaires afin de respecter la qualité des vaccins jusqu'au moment de l'imprégnation, c'est-à-dire auprès des membres. Ces images-là, ça se fait au niveau du supplément. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ma réponse. Je pense que ça répond bien à la question. En complément sur l'aspect financier, c'est l'union régionale hein, qui préfinance, qui paye les vaccins de manière à ce qu'ils partent vite et l'union qui a commandé les vaccins rembourse après. C'est ça. Hein. Assurer le recouvrement des coûts. Voilà. C'est ça. OK. Je propose, Liv, que tu gardes quelques... Ah, il y a une dernière question. Je prends une dernière question et puis on passera au témoignage de Bertrand Venet. Et Liv, tu garderas aussi, si tu as d'autres leçons tirées pour la fin, où on aura encore quelques discussions sur les enseignements de ces services. Christophe, je te donne la parole. Oui, non, c'est en lien avec ce que vous venez de discuter. C'est comment vous gérez justement, est-ce que vous avez un stock que vous gardez au niveau de l'Union pour pouvoir être réactif et envoyer immédiatement? Est-ce que vous achetez au fur et à mesure quand vous recevez les commandes des OP? Si vous avez un stock, comment vous faites? Comment dire? Vous estimez des quantités que vous pourriez avoir besoin et comment, si vous le faites, comment vous faites pour faire ces estimations-là, pour faire vos commandes de vaccins, pour gérer au mieux les stocks et la conservation? Merci pour votre question. Comme je vous expliquais tout à l'heure, là, nous collaborons avec les vétérinaires mandataires de chaque zone. En réalité, le stock, ça se fait au niveau régional, puisque c'est à nous que se trouve le félicitaire. Et pour la gestion du stock, c'est que comme nous avons plus d'expérience sur ce point-là, nous arrivons à estimer notre stock à chaque saison. Par exemple, pour des saisons hivernales, il faut avoir tel nombre de vaccins, tel parasitage, tel vaccin contre la maladie de l'hémocèle, par exemple, le choléra. Il faut qu'il y ait un stock minimum au bureau, puisque parfois, quand tous les techniciens partent en mission, il y en a le comptable qui assure la diffusion auprès des producteurs. Et là, ça nécessite au moins un minimum de stock. Par exemple, en avicole, c'est un vaccin contre le choléra aviaire. Il faut que nous distribuions 50 flacons. Et si nous arrivons à un stock de 50 flacons, il faut qu'on nous commandions auprès du vétérinaire mandataire. Et même pour le vaccin contre la maladie de l'hémocèle, il faut qu'il y ait 1000 doses de vaccin, c'est-à-dire un flacon de 1000 doses, puisque la quantité commandée pour certains fois, ça se fait sur 2000 à 3000 doses. Et dès qu'on arrive à 1000 doses de stock, ça nous contrarie déjà. C'est comme ça que nous gérons notre stock, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de stock afin de honorer la demande de chaque membre. Je ne sais pas si c'était clair pour ce que Merci, Liv. Je pense que la réponse est très claire. Justin, oui? Je vais me déplacer puisque les techniciens m'ont envoyé des textos me disent que le courant, il a mis un courant peut-être
je serai absent quelques minutes. D'accord. Ok. Écoute, on continue. On va passer la parole à Bertrand. Merci beaucoup à toi et puis rejoins-nous si tu peux. Et sinon, merci beaucoup en tout cas. Ok, merci beaucoup à vous tous. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Bertrand. Alors, à la fois avec deux casquettes, le témoignage sur l'expérience de ta coopérative, Bertrand, que tu vas nous présenter. Et puis, juste après, un peu de prise de recul en tant qu'élu d'une organisation de producteurs et membre du CA de FERT, pour nous aider à tirer un peu des leçons sur ce qui est important à considérer dans la mise en place des systèmes d'information, ou en tout cas la circulation d'informations et les décisions qui sont prises dans les OP. Donc, je te donne la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Bertrand Venet. Donc, mon plus beau titre, d'abord, c'est d'avoir été paysan pendant plus de 40 ans, à la fois cultivateur et éleveur, et d'avoir milité aussi dans des organisations d'aide aux paysans, à la fois en France et au Sud, surtout à Madagascar, sur les filières cacao et vanille. Donc, bon, après, maintenant, comme on dit, j'ai un peu de cheveux blancs, ce qui me permet de prendre la parole aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai eu au cours de ma carrière aussi l'honneur de présider une coopérative de vente de bovins où il y avait environ 4 à 500 membres et on vendait 15 000 à 20 000 bovins par an. Pour un chiffre d'affaires qui était important quand même pour l'époque, de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette coopérative-là avait été créée par mon père et ses amis éleveurs qui cherchaient à avoir des débouchés pour leurs bovins. Donc au départ, ils n'étaient qu'une dizaine. Et au bout de 30 ans, ils étaient 4 à 500 paysans éleveurs. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux dire sur le fonctionnement de la coopérative? Ce qui vous intéresse là aujourd'hui, c'est la remontée d'informations un peu. Donc, il faut savoir que c'était une coopérative qui était déjà structurée avec des salariés. Donc, il n'y a pas de paysans relais. Il y a effectivement des paysans qui fournissent l'offre du marché. Et cette offre-là, elle est donc des membres individuels que vous voyez en bas du schéma. Cette offre-là d'animaux, elle est récoltée par des agents technico-commerciaux qui font l'annonce à un acheteur-vendeur, on va dire, pour savoir à la fois les volumes et les qualités, donc le nombre d'animaux et la qualité des animaux, savoir si c'est un jeune bovin, un vieux bovin, une vache, un taureau, un bœuf, voilà. Et à ce niveau-là, il y a une offre aussi des abattoirs. Donc, il faut mettre en adéquation à la fois l'offre des éleveurs et l'offre des abattoirs qui sont les clients finaux. Donc, il fallait savoir aussi qu'il n'y a pas d'intermédiaire à part la coopérative, entre les paysans et les abattoirs clients finaux. Voilà. Donc les abattoirs, c'est eux qui sont les donneurs d'ordre quelque part, puisque c'est eux qui donnent le prix. Donc, c'est eux c'est là où il faut aller chercher l'information, surtout, et une information fiable. Donc, à ce moment-là, on avait entre 10 et 15 clients selon les périodes de l'année pour les bovins. Donc, il faut arriver à avoir l'information fiable de ces 10 ou 15 clients-là. Et en même temps, il faut avoir un réseau de partenaires qui sont d'autres coopératives, d'autres éleveurs, qui nous donnent de l'information. Pour ça, un réseau, ça se cultive, comme on dit. C'est comme quand on cultive la terre, il faut cultiver le réseau. Et croiser les réseaux aussi pour avoir l'information la plus fiable. Donc, on raisonnait à la semaine, c'est-à-dire qu'à la semaine, il y avait une annonce des animaux, il y avait une annonce des besoins des abattoirs, on fixait un prix pour les animaux par type d'animaux. Ce prix-là était envoyé sous forme de grille et par mail à tous les éleveurs et ils savaient à quel prix ils pouvaient vendre. Alors, ils ne savaient pas à qui ils allaient vendre, puisque l'intermédiaire, c'était la coopérative, mais ils avaient une information des prix qui était le reflet du marché à la semaine, sachant que les bovins vivants, c'est un produit frais. Ce n'est pas un produit transformé. Après, qu'est-ce qui gérait tout ça? Donc, c'était à la fois des technico-commerciaux sur le terrain, qui avaient une cadence de passage régulière chez les éleveurs, et en même temps, les éleveurs qui les appelaient au téléphone.
et les éleveurs qui recevaient par mail la grille de prix. Il faut savoir qu'on a eu une grosse politique aussi, comment dire, de mise en place d'ordinateurs chez les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on a fait des achats groupés pour les ordinateurs, on les a formés à gérer l'ordinateur, à gérer les mails, hein, et tous nos membres individuels paysans, en 3 ans de temps, ça remonte à il y a 15 ans maintenant, à peu près, ont été équipés d'ordinateurs et ont su s'en servir. Mais là, on a fait vraiment un forcing là-dessus pour les former et pour les aider à s'équiper. Et maintenant, au bout de 3 ans, ils nous ont remercié de la politique qu'on a eue de formation auprès d'eux. Alors après, dans toute cette chaîne-là, c'est de la logistique aussi. Donc, il y a un système d'information, un système d'intermédiation sur les ventes et un système de logistique. Donc, la logistique, c'est le transport des animaux de la ferme vers le centre de collecte de la coopérative et après, le départ des animaux vers les abattoirs. Souvent, on fait aussi des livraisons directes des fermes vers les abattoirs, mais on faisait aussi du tri d'animaux pour que ça corresponde exactement à la demande des abattoirs dans un centre de collecte, hein, qui était central au niveau de notre région d'approvisionnement. Donc, l'information, effectivement, était centralisée auprès d'un acheteur-vendeur, on va dire, hein, qui était sous contrôle à la fois du directeur, c'était quand même une coopérative importante, et sous contrôle du conseil d'administration. C'est-à-dire que le conseil d'administration validait tous les mois la politique commerciale, la politique financière de la coopérative en toute transparence, et en cas de crise, parce qu'on a eu des crises quand même assez importantes avec la vache folle et d'autres crises aussi chez Vafteuse et autres, dans ce cas-là, le conseil d'administration se réunissait toutes les semaines. Hein. Et moi, en tant que président, toutes les semaines, j'avais une réunion avec le directeur et l'acheteur pour vérifier la grille de prix, vérifier la transparence de l'information, et valider tous les actes commerciaux et l'information. Alors, pour avoir aussi une remontée de l'information du terrain, 2 fois par an, 2 membres de conseil d'administration, c'est-à-dire que chaque membre du conseil d'administration avec un autre devait faire la tournée des élevages, des adhérents, pour voir s'ils étaient satisfaits du service et faire remonter auprès du conseil d'administration les critiques, aussi le bien fondé de ce qu'on faisait, hein, donc avec une action sur le terrain des administrateurs 2 fois par an en couple, hein, à 2, pour faire le tour de tous nos adhérents. Et en plus, on faisait des réunions d'information pour tous les adhérents 2 fois par an, des opérations portes ouvertes. Donc, on essayait d'avoir le lien en permanence avec le terrain. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, Augustin ? Alors, donc merci beaucoup Bertrand, on a bien compris le fonctionnement de la coopérative. Ensemble, quand on préparait ce webinaire, on a eu une longue discussion avec, vraiment autour de ton expérience. Qu'est-ce qui a fait que ça marche bien? Et donc, je vais afficher les éléments que tu avais mentionnés, donc je vais te laisser les commenter. Puisqu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de la discipline, de la transparence, etc. Et oui. Donc, je te laisse la parole. Hein. Oui, donc il faut effectivement que l'OP réponde à un besoin. Donc là, Lille et Christian ont répondu à un besoin à la fois d'information sur les marchés et à un besoin aussi de vaccins, un besoin de commercialisation. Moi, je vais être un peu plus généraliste. C'est-à-dire que quand on discute avec les paysans, leur premier besoin, c'est d'avoir un débouché pour leurs produits et en même temps avoir un meilleur prix pour leurs produits. Ça, c'est universel. Universel. Ils veulent un débouché et un meilleur prix pour leurs produits. Voilà. Donc, il faut bien que dans l'objet de ce qu'on fait, ça corresponde à ça. Voilà. Alors après, comment on acquiert la confiance des adhérents? La confiance, c'est la transparence. C'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Voilà. Et ne pas rester dans l'oral aussi, transmettre des écrits. Donc, je pense que vous le faites par des SMS. Nous, on le faisait par des mails parce qu'on était un petit peu plus avancés et nos paysans avaient un peu plus les moyens. Mais si on reste que dans l'oralité, dans le bouche à oreille, c'est pas bon, quoi. Hein. Donc, transparence totale à la fois sur l'activité commerciale et transparence sur les comptes surtout.
La question toujours qu'on doit se poser quand on gère une OP, c'est où va l'argent? C'est-à-dire que l'argent, il est là, il passe chez un tel, il passe à la coopérative et tout, le circuit de l'argent pour pas qu'il y ait de perte. Voilà, qu'il n'y ait pas de gens qui partent avec la caisse, comme on dit. Hein. Et ça c'est important d'avoir le contrôle sur ça. Hein. Et une fois que vous avez la transparence et le contrôle, vous avez la confiance des adhérents. Alors après, on est rentré aussi dans un système d'assurance qualité. Alors ça, c'est une évolution que vous connaîtrez peut-être, je pense, dans le Sud. C'est qu'à un moment donné, une fois qu'on est à peu près organisé, si on veut que ça soit durable, il faut mettre en place des produits simples. Hein, produits simples, alors là, c'est un peu différent. On reste toujours dans l'écrit. Hein. On écrit ce qu'on fait, là, dans ce cas-là. Hein, on ne dit plus ce qu'on fait, on l'écrit. Hein, sur toutes nos procédures, c'est-à-dire que l'acheteur qui va aller dans les fermes, il écrit comment il achète, hein, comment il annonce ses animaux, le vendeur comment il vend, à qui et tout ça. Et on écrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on a écrit. Voilà. Dans des procédures qui sont à livre ouvert sur tout le monde, à la fois au conseil d'administration et à la fois aux éleveurs. Donc là, pour ces procédures-là, nous, on les a mis sous forme de chartes et de certification. Donc, il y avait une charte qualité, hein, la qualité de nos services, hein, et une certification aussi du système de la coopérative qui s'appelait Agriconfiance à ce moment-là. Voilà. Donc, on a fait certifier aussi notre coopérative. Mais là, c'est un stade très avancé et qui coûte quand même un peu. Mais on peut le faire sur des choses simples. On peut écrire quand même les procédures de manière simple sans être certifié. Voilà. Pour les élus aussi, les administrateurs, on choisissait en permanence des administrateurs stagiaires, des jeunes administrateurs, tous les ans, sur un conseil d'administration de 18 administrateurs, 2 administrateurs stagiaires qu'on formait pour remplacer les plus anciens. Et il y avait une charte de l'administrateur aussi qui s'engageait à être formé, hein, dans des organismes de formation pour les paysans pour gérer la coopérative. Donc, on n'acceptait pas un élu, un administrateur, s'il n'acceptait pas de se faire former. Voilà. Et en même temps, dans la charte de l'administrateur, il y avait un temps à donner à la structure et en même temps, un temps à donner sur le terrain pour aller voir les éleveurs, comme je vous l'ai dit précédemment, 2 fois par an en binôme et en changeant de région, pas en étant dans sa région, pour être plus objectif. Alors après aussi, pour gérer tout ça, il faut la gestion opérationnelle au quotidien, il faut des tableaux de bord. Les tableaux de bord, ça vous permet d'avoir tout de suite la vision de ce qui se passe dans la structure. Hein. Donc, c'était une vision principalement sur les ventes, avec un tableau des ventes où il y avait le nombre d'animaux, les prix des animaux et la marge qu'on prenait aussi. Et cette marge-là, elle était affichée en conseil d'administration, bien évidemment, et affichée en assemblée générale. Parce que si on ne prend pas d'argent dans la commercialisation, on ne peut pas être durable. Hein. Le moteur, enfin l'essence pour faire tourner le moteur, c'est l'argent. Hein. Donc, si on ne crée pas de l'argent, le moteur, il ne peut pas tourner. Voilà. Et après, on avait des tableaux de bord. Ça, c'était pour la gestion opérationnelle. On avait des tableaux de bord de gestion aussi. Donc là, sur le cumul des marges, parce qu'on vendait aussi des produits vétérinaires. Hein. Et après, le dernier contrôle, qui était le contrôle par la comptabilité classique. Hein. Et quand on avait des difficultés, on sentait qu'on allait avoir des difficultés financières ou commerciales, au lieu de faire un compte d'exploitation et un bilan tous les ans, on en faisait au trimestre ou au semestre pour suivre au plus près les difficultés de la coopérative. Alors, après la gestion, effectivement, et la prise de décision de l'achat et de la vente, bon, c'est toutes les semaines. Hein, comme c'est un produit frais, c'est la semaine. Une discipline stricte, effectivement, dans les CA et les AG. Le conseil d'administration, c'était 2 heures maximum, à heure fixe. Voilà, et avec un ordre du jour, pas de questions diverses. Les questions diverses, elles étaient mises à l'ordre du jour du conseil d'administration suivant. Tout le monde avait le droit à la parole, c'est-à-dire tour de table systématique. Hein, sur chaque question, on faisait un tour de table et il faut éviter que celui qui parlait après l'autre répétait la même chose. Hein, voilà. Donc, et les décisions étaient prises pas par le président, mais le président, c'est un chef d'orchestre, il fait le consensus
Et après, ben, ils proposent une décision. Et quand c'est des décisions difficiles, on les met au vote. Voilà. Et on informe régulièrement les paysans des décisions qui ont été prises. Alors après, oui, bon, j'avais parlé des élus formés qui restaient connectés aux membres. Ça, c'est indispensable. Hein, toujours être près des membres, près du terrain et être en lien avec eux. Hein. Moi, mon téléphone était ouvert à tous les membres, mais j'avais aussi le rapport des technico-commerciaux de terrain que je voyais toutes les semaines. Hein. Donc, en général, c'était le vendredi. Le vendredi, on faisait le bilan de la semaine passée et on faisait en même temps les prévisions pour la semaine à venir, pour les ventes et des difficultés qui étaient rencontrées sur le terrain. Si on ne gère pas comme ça, de manière rigoureuse et régulière, bon, ben, on perd le fil de tout, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pense que j'ai tout dit, là, Augustin. C'est déjà extrêmement complet, à la fois très concret. Et puis, moi, des choses que je redécouvre aussi, c'était cet aspect d'impulser l'investissement dans des ordinateurs et de former les membres, puisque ça devait être un verrou avant pour que l'information circule bien. C'est un élément qui est assez important dans nos contextes où l'accès à l'information n'est pas toujours facile, la connectivité, etc. Et donc, vous avez fait cet investissement pour que ce soit plus fluide et rapide au vu de la nécessité que ça circule vite, quoi. Oui. Alors après, c'est vrai que bon, je parle de Madagascar que je connais un peu. Moi, dans des réunions que je faisais avec les paysans à Madagascar il y a quelques années, je leur disais, ils me disaient, ouais, mais on n'est pas équipé, rien du tout. Alors bon, c'est tout. C'était, il y a 10 ans ou quelques, je leur disais, bah, attendez, qu'est-ce qu'un téléphone portable? Alors, sur 40 gars, il y en avait 10 qui avaient un téléphone portable. Bon, ok. Et je dis, dans 5 ans, combien est-ce qu'il y en auront des téléphones portables? Ils ont réfléchi, ils m'ont dit, on aura tous un téléphone portable. Donc, moi, je pense que vous aurez accès à Internet tous bientôt, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est un peu trop cher, mais on aura vous aurez tous Internet sur votre portable et là, on pourra avoir une gestion de l'information encore plus fluide, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur l'expérience de Bertrand, qui est à la fois sur le fonctionnement de sa COP, mais les facteurs de succès qu'il a mentionnés sont assez universels sur la gestion d'un service. La COP est focalisée sur le service vente, mais les enseignements tirés semblent valables pour toute organisation collective et donc en ce sens, c'est très riche. Est-ce que vous avez des questions à poser à Bertrand? Merci Bertrand en tout cas pour ce partage. Alors je ne sais pas si Liv nous a rejoint, mais Liv, n'hésite pas aussi si tu veux partager quelques retours de ton expérience que tu n'as pas eu le temps de partager tout à l'heure. Je regarde les participants, mais je ne crois pas que tu sois revenu. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ah, tu es là, super. Oui. Ok, voilà, je vous suis. Je vous suis là. Merci. Super. Donc, n'hésite pas aussi à poser des questions à Bertrand ou à partager quelques enseignements que tu as tirés ou des conseils que tu souhaites partager. Et inversement, à tous les participants, si vous avez soit des questions, soit des expériences à partager, n'hésitez pas, on se donne encore 5 minutes avant de conclure. Alors, tout de suite, il n'y a jamais de mauvaise question. Hein. Vous risquez de moi juste une mauvaise réponse. Hein. Donc, voilà. Alors, le Burkina, allez-y. Merci. OK. Non, comme ça. Bon, moi, j'ai 3 questions. D'abord, merci à monsieur l'administrateur de FET. Et la première question, j'ai vu dans la présentation que la coopérative avait plus de 40 ans. Et ma question est, au tout début de la mise en place de la coopérative, notamment dans le fonctionnement, j'ai vu qu'ils ont travaillé avec un technicien commercial. Je veux savoir, au tout début, est-ce que la coopérative avait suffisamment de moyens propres à elle pour pouvoir employer ce technicien commercial-là, pour les accompagner dans ce service-là? Donc ça, c'est ma première question. Et comment ça s'est fait? La deuxième question, j'ai vu que le technicien commercial, il y avait la fixation des prix. Donc, le technicien commercial, il contribuait. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des allers-retours pour s'attendre sur un prix fixe
avec les membres du conseil d'administration de la coopérative, ou est-ce que c'est le technicien commercial sur la base du tableau de bord qui pouvait négocier directement le prix pour la coopérative? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, comme je le disais au tout début, la coopérative a plus de 4 ans. Et j'ai vu qu'à quelque part, ils ont mentionné que les administrateurs avaient pour obligation d'être formés. Et je voulais savoir, est-ce qu'au tout début de la coopérative, est-ce qu'elle a eu à travailler avec des administrateurs ou un administrateur, je dirais, qui n'est pas instruit, ou du moins qui n'est pas là à l'école? Ça, c'est ma question. OK. Je vais répondre déjà. Au tout début, effectivement, la création de coopérative, c'était 10 éleveurs qui voulaient, des jeunes éleveurs, hein, qui voulaient mieux valoriser leurs animaux et puis apprendre un peu plus de techniques nouvelles. Et ils ont été aidés par la Chambre d'agriculture et le syndicat agricole. Donc, effectivement, au départ, on leur a mis à disposition un technicien pour eux, pour développer pour se structurer et les aider. Et ce technicien-là, il est venu directeur de la COP après. Voilà. Et donc, au bout de 4-5 ans, la structure coopérative a été créée et est sortie de la Chambre d'agriculture. Voilà. Donc, au départ, c'est vrai, il faut être petit avant d'être grand. On n'est pas grand tout de suite. Hein, c'est une évidence, ça. Donc, on a commencé petit avec un technicien de la Chambre d'agriculture qui était dynamique, il faut en choisir un dynamique, et qui après est devenu directeur. Et après, on a créé la structure coopérative. Et au début, ce n'était pas une structure coopérative, c'était une structure de vente groupée, hein, voilà, et d'achat groupé. Hein. Et en même temps, de mise à disposition de techniques, de nouvelles techniques. Hein. Alors, pour l'histoire, la deuxième question, pour l'histoire de prix. Alors, le prix est fixe parce qu'il y a une grille. Mais la discussion avec le commercial de terrain, c'est sur la qualité de l'animal. C'est-à-dire qu'il y a une grille d'état d'engraissement des animaux, hein, avec 6 classes. Et là, la discussion avec l'éleveur, c'est sur le classement. Parce qu'à chaque classement, il y a un prix un peu différent. Donc, la discussion avec l'éleveur, c'est sur le classement de son animal, sur l'état d'engraissement, sur le développement de ses masses musculaires, quoi, hein. Donc là, effectivement, il y a une discussion et de temps en temps, il y a des accords aussi, quoi. Voilà. Alors, après, la dernière question, savoir si on a travaillé avec des paysans qui n'ont pas été à l'école. Alors, c'est pas grave si le paysan n'a pas été à l'école. Moi, je dis ça, même dans les pays du Sud, c'est pas grave. Du moment qu'il a ce qu'on appelle du bon sens, c'est-à-dire qu'il sait réfléchir, qu'il sait pas réfléchir que pour lui, réfléchir aussi pour les autres. S'il a une vision sur l'avenir, hein, c'est qu'il essaye de construire une vision et tout ça, et qu'on voit dans sa ferme qu'il essaye d'évoluer, on le prend. Hein. On le prend. Et puis il y a des gens qui peuvent être des leaders sans avoir été à l'école. Ce n'est pas le problème. Et après, justement, les formations, ça leur permet d'évoluer, c'est-à-dire d'élargir leurs compétences. Mais non, faut pas être restrictif, hein, là-dessus. Hein. C'était des formations simples au départ. Il y avait plusieurs niveaux de formation. Hein. Donc, faut démarrer simple. Et puis après, si on sent que la personne a du potentiel, hein, moi, ce que j'appelle le capital humain. Le capital humain, ce n'est pas forcément d'avoir été à l'école. Hein. Ce n'est pas suffisant, il y a des fois. Hein. Voilà. Alors, il y a une autre question de Christophe. C'est bon pour le Burkina? Oui, c'est bon. Merci. Merci. Christophe, à toi la parole. Oui, merci Augustin. C'est pas une question, je me permets une réaction et peut-être un partage d'un témoignage. Tout à l'heure, Bertrand parlait de système d'information couplé avec un système, je sais pas comment tu disais, intermédiation monétaire ou d'échange d'argent, et puis un système logistique. Nous, quand on a travaillé sur la question, on a été sollicité par une union de coopératives pour travailler sur la commercialisation des légumes. On en est arrivé il y a 2 ans en fait, à décomposer ce chantier commercialisation en information, logistique et questions monétaires, et en se disant qu'ils ne pouvaient pas réussir à vendre ensemble à une échelle régionale en plus, qui était déjà une échelle importante. Si avant ça, ils ne mettaient pas ensemble leurs moyens, s'ils ne s'organisaient pas au niveau de la logistique, et si avant ça, ils ne partageaient pas l'information.
Et donc, on a essayé, c'était impossible pour nous de les aider à opérationnaliser leur service commercialisation si avant ça, ils ne se faisaient pas confiance, ils ne partageaient pas de l'information sur leur vente, sur les prix, sur les quantités dont chacun dispose, etc. La deuxième étape serait, une fois que ça est acquis, de pouvoir s'organiser peut-être en petits groupes sur de la logistique, partager une voiture pour transporter ses légumes, et chacun continue à se faire payer auprès de son acheteur. Et dans un troisième temps seulement, de pouvoir mettre ensemble ces moyens monétaires. La difficulté qu'on a dans l'exemple que tu cites, Bertrand, est intéressant. Ils sont partis d'un groupe de 10 avec un technicien, et puis petit à petit, c'est devenu peut-être une coopérative qui a commercialisé et qui est passée à 400 ou 500 membres. Nous, on se récupère quand même des coopératives qui ont parfois été montées à l'envers et qu'il faut réussir à reconstruire de l'intérieur. Alors, on essaye de repartir de la base, mais on est parfois pris dans des discussions un peu longues qui nous font perdre du temps avec des responsables qui n'ont pas toujours bien compris comment les choses devraient se mettre. Donc, voilà. C'est plus un témoignage que pour réagir sur les deux points que Bertrand avait évoqués. Ah non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, si tu veux. La structure coopérative, c'est le système d'organisation le plus compliqué. Il ne faut surtout pas commencer en créant une coopérative. Surtout pas. C'est une erreur à chaque fois. C'est-à-dire qu'au départ, il faut y aller progressivement. Au début, il faut juste se grouper, peut-être pour partager de l'information, c'est le premier truc. Se grouper, comme tu disais, pour faire de la logistique, sous forme informelle ou pas quoi, ou formelle, hein, un groupement de producteurs ou je ne sais pas quoi. Hein, et seulement, nous, on a mis plus de 30 ans à ce que la coopérative fonctionne, et on a mis 10 ans avant qu'elle soit créée, quoi. Donc, voilà. Et il y a plein de grands théoriciens qui disent « faites des coopératives, on va sauver l'agriculture ». Non, c'est pas vrai ça. Ça vient d'en haut, ça vient de technocrates. C'est des bêtises, ça. Hein, c'est des bêtises. Il faut déjà savoir que les gens s'entendent entre eux, effectivement qu'ils se fassent conscience, qu'ils démarrent sur des petites choses, hein, des petites ventes, du partage de l'information, et après, au fur et à mesure, ils se structurent. Sauf que là, vous êtes sur des systèmes, moi, ce que j'ai compris, sur des systèmes d'information. C'est le premier stade. Vous partagez de l'information. Mais à un moment donné, vous vous poserez forcément la question, mais est-ce qu'on peut vendre? Et s'il faut vendre, il faut de la logistique. Ceux qui tiennent à vendre, c'est ceux qui ont les camions. Voilà. Et qui savent les faire fonctionner, qui ont l'argent pour les faire fonctionner. Donc, il faut créer quelque part ou trouver de la richesse pour démarrer, mais ça ne se fait pas tout de suite. Il faut d'abord que les gens s'entendent. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, sur des objectifs précis, et on y va sur je ne sais pas combien d'années, quoi. Hein. Il faut s'inscrire dans le temps, et on est petit avant d'être grand. Et on ne rêve pas d'être grand tout de suite. Voilà ma conclusion. Merci Christophe pour ton partage et ton analyse. Ça enrichit la discussion, et ça fait écho à ce que Bertrand, tu disais. On est petit avant d'être grand, c'est évident, et en même temps c'est tellement important. En tout cas, on est très confrontés tous dans des contextes où il y a effectivement des organisations un peu parachutées d'en haut et construites à l'envers, et donc ça prend forcément plus de temps à reconstruire, quoi. Avec un autre élément que j'ajouterais, c'est que très souvent il y a des accompagnements par des projets, et les projets amènent une gestion de l'information qui dévie les choses vers du rapport, et absolument pas vers un centrage sur ceux qui doivent piloter ou qui doivent créer la confiance, qui sont les producteurs avant tout et leurs leaders. Et donc c'est un autre handicap auquel on doit faire face, quoi. Ok, je me permets d'aller vers la fin. On a déjà un peu de retard sur ce qu'on avait prévu, mais je vous remercie en tout cas tous les trois de votre participation. Je vais essayer de faire une synthèse très rapide, mais sans vous prendre trop de temps. Alors, j'avais fait un nuage de mots qui est absolument illisible, donc pas du tout à l'image de ce que doit être la gestion de l'information. Je m'en excuse, mais du coup, je vais vous aider à le lire. C'était les points que j'avais notés comme importants en amont de la réunion, et qui dans les discussions sont ressortis. Alors, il y avait tout d'abord le besoin
réponse à un besoin, c'est basique, mais c'est essentiel. On l'a vu dans les différentes expériences. Ce qui fait qu'un service marche et du coup que l'information remonte et redescend, c'est parce que les producteurs en ont besoin. Donc ça, c'est un premier élément. La dimension pilotage professionnel. Les professionnels, ce sont les élus et les producteurs pour lesquels on travaille, qui se réunissent régulièrement. Et donc, les informations doivent être vraiment calibrées pour que la place soit donnée au débat et à la prise de décision, et pas au rapport avec des milliards de données. Un troisième élément, c'est les mots-clés que tu évoquais, Bertrand, hein, la transparence, la confiance, le contrôle. Tout ça, c'est des valeurs quelque part presque qu'il faut instaurer. Avec une autre valeur qui est l'information aux producteurs. On l'a entendu dans les 3 présentations, l'importance de la proximité. Pour que les services marchent, il y a besoin de rendre accessible cette information sous différentes formes, SMS, visite sur le terrain, email, etc. Pour que tout ça marche bien, ce qu'on a entendu également, c'est que dans la manière de fonctionner, il est important que les rôles soient très clairs, qu'on sache qui fait quoi, qu'il n'y ait pas une confusion des genres et que ce soit éventuellement même écrit. Ça peut être, comme Bertrand, tu le disais, sous une forme de charte ou de procédure simple qui soit applicable. Un autre élément, trop de chiffres tue le chiffre. Alors ça, c'est l'importance de l'information pertinente, mais pas trop d'informations. On a vu que dans tous les systèmes, que ce soit enfin, les 3 services hein, qu'on a vus, le nombre de types d'informations va au maximum de 3 pour un service. On a même vu donc dans l'expérience de Fimpiama, 2 informations permettent de gérer 2 services. Et ça à une échelle assez large. Donc, ce n'est pas le volume d'informations qui est important, c'est vraiment la qualité de cette information. Je redis les procédures simples pour qu'elles soient applicables. C'est ce que Bertrand, tu évoquais. Le fait de l'écrire, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, ça c'est important et dans les cultures de l'oral, c'est une évolution vers laquelle il y a la nécessité certainement d'évoluer. L'importance de la formation. Alors, formation des élus, c'est une chose, mais aussi formation des techniciens de manière à ce qu'ils puissent expliquer, interpréter les chiffres lorsqu'ils sont conseillers auprès des producteurs ou intervenant dans un conseil d'administration. Et puis un dernier élément, un facteur important qu'on retient, c'était l'importance du timing. Il faut que l'information elle arrive au bon moment puisqu'on est sur des prises de décision assez rapides. Bertrand, tu soulignais la nécessité d'agir vite quand il y a un problème, mais agir vite aussi quand il y a une décision de vente ou de commande à faire. Voilà, c'est incomplet forcément, mais j'ai essayé de synthétiser tous ces points. C'est à la fois un sujet vaste et précis. Merci à tous en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas, j'allais dire à liker, ce n'est pas le cas, mais à remplir le petit formulaire de satisfaction. Ça nous intéressera d'avoir vos retours sur le contenu, sur ce que ça vous évoque, et puis d'aider tous ceux qui interviennent à faire chaque fois des webinaires qui sont utiles et efficaces. Voilà, merci beaucoup à tous. L'enregistrement sera disponible prochainement, on vous partagera le lien. Merci Christian, Liv et Bertrand pour votre témoignage en tout cas. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup à nos amis du Sud. Merci à tous. Merci.